Bienvenue à tous pour cette présentation sur les nouveautés fiscales 2022. Je suis Philippe Di, directeur commercial IVLM ETI, et je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant cette heure. Certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore, je vais donc brièvement vous présenter notre structure et notre savoir-faire. Par la suite, je passerai la parole à nos intervenants, Kittery Lenoir, commissaire aux comptes expert comptable, et Martin Réjas, avocat à la Cour, afin qu'ils vous donnent toutes les informations sur les nouveautés fiscales 2022. Ils font tous les deux partie du groupe Compagnie Fiduciaire que nous avons le plaisir d'équiper en finance. Notre identité. IVLM est intégrateur de solutions de gestion depuis plus de 30 ans dans le Grand Sud-Ouest. Nous intégrons des solutions de gestion de finances et de paye RH des deux éditeurs leaders que sont Sage et Cegid. Nous accompagnons nos clients par la suite tout au long de la vie de leur entreprise grâce à nos équipes de consultants formateurs experts dans le domaine. Parallèlement, nous sommes également éditeurs de solutions de gestion parfaitement communicantes avec les logiciels Sage et Cegid. Nous proposons à ce jour de la gestion de notes de frais dématérialisées, un logiciel de relance extrêmement efficace, la dématérialisation des factures avec valeur probatoire, la signature électronique de documents, distribution et archivage de bulletins, etc. La liste est longue. Côté chiffres, ce sont aujourd'hui plus de 50 collaborateurs dont l'essentiel est composé de profils techniques et ingénieurs qui font la valeur de notre offre. Ceci nous permet d'équiper et de réaliser l'assistance annuelle de plus de 1000 clients sur nos 5 agences régionales. Maintenant que les présentations sont faites, je passe la parole à nos intervenants. Vous aurez la possibilité de poser vos questions en fin de présentation lors d'une séance de questions-réponses à micro ouvert. Et je passe la main si j'y arrive. Parfait, merci. Merci Philippe. Donc, Kittery Lenoir, je me présente, donc je suis associée du groupe Compagnie Fiduciaire. C'est un groupe qui est né à Bordeaux il y a un peu plus de 40 ans, en 1980. Aujourd'hui, nous sommes le 20e cabinet français et nous sommes forts de 800 collaborateurs et 35 associés, ce qui nous permet de développer des spécificités et des spécialités. Donc, je dirige pour ma part le pôle audit de la compagnie fiduciaire, que ce soit des audits légaux ou des audits contractuels. Et je vais passer la parole à Martin Réjas, qui est donc représentant de notre cabinet d'avocats. Bonjour, Martin Réjas. Donc, je suis avocat au sein du cabinet CF Société d'avocats, cabinet d'avocats spécialisé dans l'accompagnement des entreprises, et j'ai pour ma part le plaisir de diriger le pôle en droit fiscal. Et donc, eh bien, nous allons vous présenter une sélection de mesures justement de la loi de finances 2022, hein, donc mesures fiscales, que nous allons donc aborder ensemble. Et je vous propose… Oui, pardon. Alors… Pendant que le slide s'affiche, je peux aussi compléter la présentation de la compagnie fiduciaire. Donc, ce qui a été dit auparavant en présentation du groupe IVLM, je peux le valider puisque nous sommes également clients du groupe, utilisateurs de ces logiciels, et nous les accompagnons également dans la mission de commissariat aux comptes. Alors, concernant la loi de finances, quelques mesures qui ont été sélectionnées qui concernent donc les entreprises et les chefs d'entreprise. Pour les particuliers, ce que l'on peut retenir, c'est tout d'abord l'aménagement du régime de départ à la retraite des dirigeants. Vous savez qu'il existe un dispositif assez ancien qui consiste à appliquer un abattement de 500 000 € sur les plus-values de cession de titres des dirigeants qui partent à la retraite. Ce dispositif est conditionné par un timing très précis, et notamment un respect d'un délai de 24 mois entre la liquidation des droits à la retraite et la cession des titres de l'entreprise. Bon, il y a de multiples conditions, mais c'est plus particulièrement ce délai qui nous intéresse
concernant la loi de finances 2022, puisque ce délai de 24 mois a été allongé 36 mois pour tenir compte du contexte sanitaire et économique délicat qui aurait pu être un obstacle à la cession d'entreprises pour des dirigeants qui auraient liquidé leur droit à la retraite en 2019, 2020 ou 2021. Donc, eh bien, c'est un assouplissement qui permet de bénéficier d'un an supplémentaire pour céder son entreprise. On notera, parce qu'il y a une exception très large de ce délai de 24 mois, qu'il y a une petite réserve d'interprétation sur la computation des délais, puisque, en principe, l'administration tolère qu'on ait 24 mois entre la liquidation des droits à la retraite et la cession des titres, et 24 mois suite à la cession des titres, éventuellement pour faire un accompagnement. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que le délai de 36 mois va aussi être projeté sur ce double délai, et notamment le délai d'accompagnement, qui serait porté à 3 ans. Là, ça serait la logique par rapport à l'interprétation actuelle de l'administration, mais c'est bien évidemment sous réserve de sa confirmation. Intéressant également la clarification qui concerne les cessions d'actifs numériques, parce que si vous voulez, en tant que particulier, vous pouvez être amené à faire quelques transactions sur de la crypto-monnaie ou d'autres actifs numériques là, qui arrivent actuellement sur le marché. Il y avait quand même un petit flou juridique sur le fait de savoir quand est-ce qu'on était en professionnel ou non professionnel. Quand on est non professionnel, c'est la gestion en bon père de famille de nos actifs personnels, c'est la flat tax à 30%. Quand on passe en professionnel, jusqu'à présent, on basculait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, donc on n'a plus de flat tax à 12,8%, mais un barème progressif de l'impôt sur le revenu, donc qui peut être beaucoup plus élevé, et puis l'application des cotisations sociales des indépendants. Pas du tout la même pression fiscale et sociale. Le problème, c'est que le critère a été quand même difficile à cerner. On a un alignement avec ce qui se fait sur les transactions boursières pour les particuliers, c'est-à-dire que désormais, les critères sont les suivants. Lorsque on bénéficie comme des professionnels finalement de frais de transaction préférentiels en contrepartie d'un échange de volume prédéfini d'actifs par mois, par trimestre, de manière récurrente, ou lorsqu'on recourt à des outils professionnels, c'est-à-dire des logiciels spécifiques ou à des trading complexes, alors on est considéré comme un professionnel puisqu'on agit comme les professionnels. Et à ce moment-là, on sera taxé non pas en BIC, ce qui était à mon avis une erreur de codification à l'origine, mais en PNC, c'est-à-dire en bénéfices non commerciaux, comme le sont les professionnels du trading. Pour ceux qui resteront dans la catégorie non professionnelle, alors bien évidemment, vous le savez de plein droit, on est à la flat tax, 12,8 plus 17,2 de CSG-CRDS, donc 30%. Néanmoins, on aura désormais une option pour intégrer au barème progressif lorsque la typologie de revenus permet et le quantum de revenus permet de le faire. Ça peut parfois être plus intéressant. Il faut savoir que c'est un peu sur le même modèle de ce qui se fait sur les dividendes. Vous savez, soit vous êtes à 12,8, soit vous basculez à 40% avec intégration dans le barème progressif. Eh bien là, c'est le même type d'option. Par contre, elle sera différente. C'est-à-dire qu'on aura deux options différentes. Il y aura une option pour les actifs numériques et une option pour les dividendes et cessions de titres classiques. Donc, deux options avec des opportunités d'options communes ou différenciées en fonction de l'opportunité et je dirais des économies d'impôt qui peuvent potentiellement en résulter. Voilà, pour ce panorama très rapide sur les particuliers, parce qu'on a fait surtout du focus sur l'actualité des entreprises. Et en premier lieu, les bénéfices professionnels, c'est-à-dire toutes les règles qui peuvent s'appliquer d'une manière générale aux entreprises, quel que soit leur régime fiscal. On notera, et ça c'est un peu la mesure phare de la loi de finances, alors c'est pas une loi de finances très riche en actualité, en bouleversements fiscaux, mais s'il y a une mesure à retenir, enfin peut-être pas qu'une seule, mais s'il y a parmi les mesures à retenir, je pense que celle-ci est importante pour les entreprises, c'est l'amortissement du fonds commercial. Donc l'amortissement du fonds commercial, c'est quoi? C'est la partie du fonds de commerce qui correspond à l'incorporel, donc la clientèle et tout ce qui est enseigne et parts de marché. Alors sur cet aspect-là où il y a un aspect comptable très fort, je propose que Kitry nous fasse part de cette mesure où elle aura une valeur ajoutée importante, je pense. Merci Martin. Donc l'amortissement du fonds commercial, on le connaît en réalité depuis 2005 puisque l'autorité des normes comptables en 2005 a ouvert la possibilité d'amortir ce fonds commercial, mais avec des règles.
bon, évidemment, il faut qu'il y ait quelques éléments qui indiquent que le fonds commercial n'est pas pérenne, en tout cas pas amené à rester au niveau comptable historique, d'entrée historique dans les comptes. Donc, quelques questions sont à se poser. Est-ce que certains éléments peuvent amener à une présomption de dépréciation de ce fonds commercial? Ça peut être des raisons techniques d'usure, ça peut être des raisons technologiques, ça peut être également des raisons juridiques, puisque parfois on a des éléments incorporels du fonds qui n'ont qu'une durée de vie partielle, en tout cas sur les prochaines années. Donc, il faut se poser la question de savoir quels sont les éléments qui pourraient amener à amortir ce fonds de commerce. Par mesure de simplification, ce que l'on sait, c'est que les petites entreprises, alors jusqu'à 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est quand même dans des entreprises de taille plutôt déjà importante, mais on les appelle les petites entreprises selon les critères européens, eh bien, peuvent amortir leur fonds commercial sur une durée forfaitaire de 10 ans. Bon, donc ça, c'est ce qui se passe jusqu'à présent, de 2005 à 2022. Dans la loi de finances de 2022, apparaît une grande nouveauté qui est la déduction fiscale de cet amortissement qui jusqu'à présent n'était pas déductible. Et donc, sur la période de 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025, il est prévu de pouvoir déduire l'amortissement de ce fonds commercial. Uniquement, attention, sous réserve, peut-être on peut passer juste le slide suivant, Martin, s'il te plaît, voilà. Donc, quelles sont les entreprises qui pourraient bénéficier, qui peuvent bénéficier de cette disposition? Eh bien, les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, en réel BIC ou bénéfice agricole. On exclura de cette mesure les artisans et les BNC. Il faut que les amortissements soient régulièrement comptabilisés, donc ça impacte aussi le résultat comptable de l'entreprise. Et surtout, il faut que ce soit des nouveaux fonds de commerce acquis, soit reçus à titre d'apport. Ça peut être intéressant pour certaines entreprises. Ces apports incluant les apports partiels d'actifs, les fusions et les scissions. Donc, dans le cadre de restructuration de groupe, on peut voir apparaître des fonds de commerce, de l'incorporel lié à des fonds de commerce. Cette reprise, en réalité, doit être également, enfin, cet amortissement, pardon, doit être aussi comparé aux provisions que l'on a pu constater dans les années précédentes ou que l'on va constater sur la période 2022-2025. On ne pourra pas cumuler provisions et amortissement. Donc, lorsque nous aurons des provisions constatées au titre de ces fonds de commerce, s'il y en a eu besoin, il faudra les reprendre de manière progressive. Donc, on peut juste passer à la slide suivante pour vous montrer un exemple chiffré. Donc, en 2022, j'acquiers un fonds de commerce pour 100 000 euros. Je décide de l'amortir sur 10 exercices, donc 10 000 euros. J'ai des VNC, valeur nette comptable, qui diminuent. Et puis, en 2026, eh bien, il se trouve que je dois déprécier ce fonds pour 10 000 euros. À ce moment-là, à partir de 2027, je continuerai d'amortir ce fonds, mais pour autant, je ne pourrai quand même pas, je serai obligé de reprendre cette provision de 10 000 euros sur la durée restante à courir de mon amortissement initialement prévu de 10 ans. Donc voilà un exemple concret de l'utilisation de cette disposition de la loi de finances 2022. Alors, en complément, donc pour les entreprises, on notera aussi, alors de manière partielle, hein, mais une petite retouche des JEI. Donc les JEI, pour mémoire, hein, jeunes entreprises innovantes, ce sont avant tout, bien évidemment, des entreprises innovantes, donc des PME communautaires qui engagent des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15% des charges fiscalement déductibles au cours d'un exercice. Et il faut qu'elles soient jeunes. Et c'est sur ce sujet que l'on a une petite modification du régime. Jusqu'à présent, on estimait qu'elle devait avoir moins de 8 ans. Ça nous donnait droit à une exonération d'impôt sur les bénéfices à hauteur de 100% du bénéfice imposable la première année et 50% la deuxième année. Et puis, c'était accompagné d'exonérations de cotisations sociales et d'impôts locaux. Bon, la loi de finances, alors de manière plus ou moins cohérente, vient
ça c'est plutôt positif, allonger le délai. Donc désormais, une jeune entreprise, ce n'est plus 8 ans, mais c'est 11 ans. Mais en quoi c'est partiel et c'est que, si vous voulez, cet allongement de délai ne fonctionnera que pour le mécanisme d'exonération d'impôt sur les bénéfices. C'est-à-dire que on conservera le délai de 8 ans pour apprécier la JEI en matière d'impôts locaux et de cotisations sociales. Donc, ça crée une petite dichotomie. Voilà, on appréciera, mais bon, en tout cas, pour ceux qui ont loupé le stade des 8 ans, ça laisse toujours une opportunité d'aller chercher une exonération d'impôt sur les bénéfices. Alors, un petit florilège des crédits d'impôt avec la création d'un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Alors celui-ci, pour bien le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. L'année dernière, loi de finances 2021, modification profonde du CIR, crédit d'impôt recherche, avec la suppression du double plafonnement sur les dépenses sous-traitées à des organismes publics, qui était une disposition qui avait vocation à favoriser le financement de la recherche publique, notamment parce que ça crée des distorsions de concurrence. Bon, l'État n'a pas abandonné son objectif de favoriser la recherche financement public, mais elle ne peut pas passer par le CIR. Donc, elle crée un nouveau crédit d'impôt qui vient se juxtaposer et donc qui permet donc là d'aller chercher voilà plus de dépenses et donc plus de crédits d'impôt, donc plus de financement. Alors pour toutes les sous-traitances, mais publiques et privées, mais je pense que l'objectif est quand même de favoriser le public, avec donc 40% des dépenses, 50% pour les PME en crédit d'impôt, un plafond de dépenses à 6 millions d'euros. Voilà. Et bien évidemment, une même dépense ne peut servir et au CIR et au crédit d'impôt pour la recherche collaborative. Le crédit d'impôt innovation pour toutes les entreprises qui sont sur qui, du point de vue de leur stratégie commerciale, sont sur la réalisation de pilotes ou de prototypes, il est prorogé. Le taux il est porté de 20 à 30% et donc il est prorogé encore pour 3 ans. Le crédit d'impôt formation du chef d'entreprise, donc celui-ci, tout le monde le connaît bien, il est doublé pour les micro-entreprises. Alors, petite subtilité, c'est la micro-entreprise au sens communautaire, donc c'est pas le micro-entrepreneur, et donc le produit du crédit d'impôt sera doublé. Le crédit d'impôt donc pour congé des exploitants agricoles donc est prorogé et avec un taux qui est relevé pour les dépenses de remplacement pour maladie ou accident du travail. Et enfin, le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique qui est également prorogé et dont le plafond est relevé de 1 000 €. Voilà pour les bénéfices professionnels au sens large du terme. On peut maintenant évoquer ensemble les plus-values professionnelles avec notamment l'assouplissement de plusieurs régimes d'exonération de plus-values qui sont auxquels vous pouvez être amené à pratiquer. Le premier, c'est 2 régimes particuliers. C'est le 238 15 et le 151 pièce A. Alors, vous allez me dire, on est bien avancé. Le 238 15 si vous voulez, c'est ce régime qui permet d'exonérer la vente d'une branche d'activité si la valeur du fonds de commerce est inférieure à 300 000 €. Voilà, c'est en fonction de la valeur du fonds. Et 151 pièce A, donc ce sont les entreprises qui ne sont pas soumises à l'IS, qui cèdent également, qui sont cédées lors du départ à la retraite du dirigeant. Donc il y a un ensemble de conditions, bien évidemment. Il se trouve que pour ces 2 dispositifs, on ne pouvait céder le fonds lorsqu'il était en location-gérance que lorsque la cession était faite au profit du locataire. C'était un frein pour toutes les entreprises qui étaient structurées de la manière suivante, c'est-à-dire que la personne conservait la propriété de son fonds, mais pour des raisons d'optimisation fiscale et sociale, le mettait en location-gérance à une entreprise dont elle avait elle-même le contrôle. Et à ce moment-là, elle était exclue de tous les mécanismes d'exonération. Donc désormais, on assouplit un peu, même quand on est structuré du fouet de l'histoire de cette manière, on peut quand même aller chercher les exonérations, que ce soit en matière de retraite ou en matière de seuil de prix. Autre mesure importante, donc là ça concerne donc exclusivement la mesure en fonction de la valeur du fonds. Lorsqu'on cède une branche d'activité, on n'apprécie plus par rapport à une valeur de 300 000 € du fonds de commerce, mais on va apprécier par rapport à la valeur de la branche. On verra que c'est important et le seuil, lui, il est relevé à 500 000 €.
avant, on regardait la valeur des éléments matériels et incorporels du fonds de commerce. Désormais, on va apprécier ce seuil, non plus de 300 000, mais de 500 000, par rapport à l'ensemble des éléments de la branche. Ça veut dire, bien évidemment, la valeur du fonds, mais également la valeur des stocks. Donc, attention, en fonction de la typologie des entreprises, c'est plus ou moins une bonne réforme, parce que si vous avez beaucoup de stocks, vous pouvez très vite dépasser le seuil et ne plus être éligible. Donc, bonne nouvelle à relativiser, ça dépend vraiment de la typologie des activités et de la typologie du bilan. Enfin, dans les exonérations donc de mécanismes de plus-value des professionnels pour le départ à la retraite, donc tout à l'heure on a vu l'hypothèse des plus-values des particuliers, c'est-à-dire le chef d'entreprise est associé d'une société à l'IS. Là, le chef d'entreprise, il est associé d'une société qui est donc fiscalement transparente, hein, imposable à l'impôt sur le revenu. Alors, dans ces conditions, on a un mécanisme un peu similaire à celui qu'on a vu pour les particuliers, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, s'il a pris sa retraite entre 2019 et 2021, on estime qu'il n'a pas pu forcément céder l'entreprise dans les 24 mois qui lui étaient impartis, donc on prolonge le délai, on passe de 24 à 36 mois. Alors, pour les mesures qui sont spécifiques à l'IS, on notera encore un nouveau coup de rabot sur la base d'imputation des reports en arrière des déficits. Alors, qu'est-ce que c'est? Le report en arrière dit déficit, ou pour les praticiens, le carry-back, ça consiste, vous avez peut-être été amené à le pratiquer, à aller chercher finalement à se faire rembourser de l'IS qu'on a payé l'année d'avant parce que sur le nouvel exercice, on a des déficits. Vous savez qu'il y a de nombreuses conditions et notamment voilà, une base d'imputation qui est très stricte, c'est-à-dire que c'est vraiment l'IS qu'on a payé en monnaie sonnante et trébuchante. C'est-à-dire que si c'est de l'IS auquel on a été exonéré parce qu'on est dans une zone particulière, ZDFU, ZRR, on n'est pas concerné par la base d'imputation, donc on ne peut pas faire le carry-back sur cette partie-là. On ne peut pas aller faire non plus du carry-back sur l'IS qu'on a payé sur des mécanismes de faveur, avec des plus-values long terme sur cession de titres ou sur les produits de propriété industrielle. On ne peut pas non plus aller faire du carry-back lorsque on a payé notre impôt grâce à des crédits d'impôt. Et donc, l'apport de la loi de finances, c'est que désormais, on ne peut plus non plus aller chercher du carry-back si on a de l'impôt qui a été payé sur de la réduction d'impôt. Voilà. Il faut vraiment que ce soit du paiement monétaire, sinon le carry-back, il n'est pas possible. Alors, mesure importante pour ceux qui, en B2B, travaillent avec des fournisseurs de prestataires à l'étranger. Alors, je dis bien prestataire, on est surtout sur de la prestation de service, lorsque surtout la prestation, elle est vraiment utilisée en France. Dans cette hypothèse, normalement, le bénéficiaire business en France, il est tenu de pratiquer la retenue à la source sur la facture qu'il paye à son prestataire. Le problème, si vous voulez, d'un point de vue purement fiscal, c'est qu'on pratiquait la retenue à la source, à savoir le taux de l'IS. Hein, je le rappelle, à compter du 1er janvier 2022, pour les exercices nouvellement ouverts, c'est 25%. Donc, par exemple, en 2022, j'ai un prestataire étranger qui me produit une prestation, je dois retenir sur le montant de sa facture 25% d'IS et l'acquitter auprès de l'État français. Bon, bien évidemment, ça veut dire qu'on pratique le taux d'IS non pas sur un bénéfice, mais sur un chiffre d'affaires. Bien évidemment, ça a été cassé par le Conseil d'État. Hein. Et donc, la loi de finances, elle vient rectifier le tir de manière plus ou moins satisfaisante. Ça doit se faire en 2 temps. De plein droit, l'établissement français qui opère la retenue à la source va donc prendre le montant de la facture, il va y appliquer un abattement forfaitaire de 10% et on va considérer que de manière forfaitaire, c'est le résultat fiscal imposable. Et il va pratiquer la retenue à la source sur ce montant. Si le prestataire étranger qui donc reçoit son paiement donc imputé de la retenue à la source estime que ces charges ont été plus élevées que cet abattement forfaitaire de 10%, alors il pourra, sur demande, opérer ce qu'on appelle une demande de restitution, hein, ça simule une réclamation contentieuse, auprès bien évidemment du service des non-résidents, aller chercher eh bien, le différentiel d'impôt qu'il estime ne pas devoir payer. Il faudra qu'il, pour ça, il produise l'ensemble des justificatifs qui montrent qu'il a eu des charges supérieures à 10% du montant de sa facture. Alors, TVA, c'est toujours des nouveaux sujets, ça évolue beaucoup, notamment donc
alors, si ça peut concerner certains, dans le secteur bancaire et financier, vous savez que c'est un secteur largement exonéré pour beaucoup d'opérations. Jusqu'à présent, on pouvait opter à la TVA, mais on ne pouvait le faire que pour l'intégralité des opérations exonérées. Et désormais, on va pouvoir sélectionner les opérations pour lesquelles on souhaite opter ou non à la TVA. De manière beaucoup plus pratique et efficiente, ça c'est petite révolution en matière de TVA, c'est désormais l'encaissement des acomptes. La TVA est exigible sur l'encaissement des acomptes, y compris sur les livraisons de biens. Alors que jusqu'à présent, bien évidemment, les acomptes étaient exonérés, c'est-à-dire que en tant que client, même en B2B, eh bien, je devais quelque part, je ne pouvais pas récupérer la TVA sur les acomptes que je versais au titre de mes livraisons de biens futurs, puisque le fait générateur correspondait à l'exigibilité était fixé uniquement à la livraison effective du bien. Donc désormais, à partir du moment où j'ai un versement d'acompte sur une livraison de biens, eh bien j'ai une exigibilité anticipée et la TVA est calculée en dedans de l'acompte. Et donc bien évidemment déductible pour celui qui la verse et puis collectée auprès du Trésor public pour celui qui la reçoit. Alors ça c'est un rappel parce que c'est la loi de finances pour 2020, c'est il y a 2 ans, mais ça prenait effet là au 1er janvier. C'est la TVA à l'importation avec l'autoliquidation désormais obligatoire. C'est-à-dire que les douanes se dédouanent, si je puis dire, du sujet et transfèrent la compétence à la DGI. Et donc désormais, en fait, au moment du dédouanement, l'ensemble des informations donc, seront pré-remplies donc, par la personne en charge du dédouanement et ce sera automatiquement transmis à la DGFiP. Et lorsque vous allez saisir vos déclarations de TVA, et ça va être le cas là pour ce mois-ci, puisque c'est en février, au plus tard le 24 pour ceux qui font de l'importation, le 24. Donc vous allez voir que le format déjà de votre CA3, elle a changé et que désormais, il y a du pré-rempli pour prendre en compte l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc ça, c'était voté il y a 2 ans, ça prenait effet là au 1er janvier. La petite nouveauté pour 2022, c'est que ce mécanisme d'autoliquidation et ce transfert de compétences, eh bien, il est étendu aussi donc aux non-assujettis, mais qui sont tenus de s'identifier, c'est-à-dire qui réalisent des acquisitions intracommunautaires supérieures à 10 000 € par an. Donc la douane reste bien évidemment compétente pour tous ceux qui ne sont pas en mesure de faire de l'autoliquidation, à savoir bien ceux qui ne sont pas identifiés, non-assujettis, non identifiés, et puis bien évidemment toutes les relations B2C, parce que un consommateur français, il n'est pas en mesure de faire de l'autoliquidation. Alors, autre point très important, et c'est dans la section TVA parce que c'est directement en lien avec la TVA, c'est la suppression des DEB. Alors, suppression, c'est sans doute un grand mot parce qu'en réalité, c'est plutôt un aménagement, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus d'obligation de déposer de DEB en tant que tel. C'est remplacé par 2 obligations. La première qui s'applique à toutes les personnes qui font des livraisons et acquisitions intracommunautaires. Donc là, on est vraiment dans la sphère européenne, où vous allez devoir déposer l'état récapitulatif des clients qui était déjà annexé à la DEB. Donc, il y a cette obligation. Il n'y a plus de seuil, c'est dès le 1er euro, acquisition, livraison intracommunautaire. L'état récapitulatif doit être déposé. La sanction, ce n'est pas une amende, attention. Depuis les quick fix de 2018, la sanction, c'est l'absence d'exonération de TVA sur les livraisons. Ça peut être extrêmement embêtant. Et autre sujet, c'est que pour les contribuables qui seront donc désignés par l'administration fiscale, qui ont déjà dû recevoir un courrier sur le sujet, ils devront se soumettre à l'enquête statistique auprès des douanes également. Petite parenthèse sur les taux de TVA avec, voilà, selon vos secteurs d'activité, vous êtes plus ou moins concernés, mais sachez que, vous savez, les denrées alimentaires étaient soumis au taux de 5,5. Désormais, elles sont également soumises, les produits qui sont destinés à la préparation des denrées alimentaires sont également soumis à 5,5, là où ils pouvaient être soumis à 10% avant. C'est le cas notamment des animaux vivants, pour ceux qui sont dans le commerce d'animaux vivants, jusqu'à présent c'était 10%. S'ils étaient destinés à la préparation alimentaire, désormais ils sont alignés sur les denrées alimentaires directement à 5,5. Il y a une extension sur les appareillages et équipements spéciaux pour les personnes handicapées, pour les dispositifs innovants qui sont également eux aussi à 5,5 désormais.
Sur le commerce de produits sanguins, sachez que le taux à 2,1 qui était largement appliqué est désormais limité aux usages purement thérapeutiques directs. Concernant la commercialisation des masques, des tenues de protection et autres produits d'hygiène corporelle, c'est le gel hydroalcoolique, eh bien, le taux à 5,5 est prorogé jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, dans le secteur, donc là on est sur de l'immobilier, dans le secteur du locatif social, l'acquisition amélioration, sachez que ce taux à 5,5 il est étendu à l'ensemble des travaux d'une manière générale qui est réalisé lorsqu'ils sont financés par des prêts locatifs, qui sont des prêts réglementés. Voilà pour les notions d'assiette. Et on va terminer avec les relations avec l'administration parce que ça bouge beaucoup. Et je pense que c'est important aussi, c'est vrai que c'est important de déterminer l'assiette de son impôt, mais c'est aussi important de connaître le contexte dans lequel on évolue. Notamment, alors ça fait pas partie et c'est pas développé dans les slides, mais je vais faire une petite aparté parce que c'était pas nécessairement dans la loi de finances, ça résulte de la loi de finances dernière. Vous savez qu'on va de plus en plus aller sur la facturation électronique et donc sachez que le process se met en place puisqu'il y a une ordonnance qui vient d'être ratifiée sur la mise en place. On en saura plus dans les mois à venir, mais voilà. C'est en mouvement et donc notamment en matière de TVA, voilà, vous allez être les premiers concernés. Il va bientôt falloir aller chercher tous les dispositifs de TVA électronique parce que voilà, l'ordonnance a été ratifiée et donc maintenant la machine est lancée, le train est lancé et il va falloir rapidement se mettre en conformité avec les prescriptions réglementaires. Alors, plus spécifiquement sur la loi de finances 2022, donc en matière de contrôle fiscal, sachez donc que la loi de finances, elle transpose DAC7, donc la directive communautaire sur le contrôle conjoint et les coopérations entre États. La coopération entre États, dit comme ça, c'est très joli, mais les implications, elles vont être très importantes pour les entreprises qui ont, je pense, voilà, beaucoup d'éléments d'extranité avec d'autres pays européens. À partir de 2023 et 2024, sachez que désormais, eh bien, il va y avoir des contrôles conjoints qui seront menés de manière physique par les inspecteurs de différents pays et qui se rendront respectivement dans les bureaux de chaque administration et qui recouperont leurs éléments pour pouvoir aller contrôler les contribuables sur leurs opérations internationales ou à minima communautaires. Les infractions avec des facturations, donc vous savez que lorsque vous n'émettez pas la facture ou que vous ne la comptabilisez pas, c'est 50% d'amende, 50% du montant de la transaction, 5% si il n'y a pas de note qui a été émise, mais qu'elle a bien été comptabilisée. Donc ça, depuis la loi de finances 2022, désormais c'est plafonné, ça perdure, mais on a un plafond à 375 000 € par exercice. Donc, pour ce qui rentre dans le champ d'application de l'amende à 50% et 37 500 € pour le champ d'application de l'amende à 5%. Les visites domiciliaires, vous pouvez également y être confronté. Alors bon, c'est plus rare quand même quand on a des suspicions de fraude. L'administration vient saisir bien les éléments papier ou électroniques, informatiques dont elle a besoin pour mener son contrôle. Sachez que ne pas remettre un ordinateur, une clé USB ou le code qui permet d'accéder à l'information, c'est une amende qui est désormais de 50 000 € lorsque l'obstacle est constaté dans les locaux de l'entreprise, 50 000 € lorsque c'est constaté au domicile du dirigeant qui conserve chez lui des éléments, et 10 000 € lorsque le contrôle a lieu dans un local tiers, par exemple chez votre expert comptable. L'imputation des déficits et des réductions d'impôts lorsque vous faites l'objet d'un contrôle et que vous êtes potentiellement en discussion sur une majoration en 40, 50, 80 ou 100%, dans des cas très précis, c'est le défaut, le retard, l'insuffisance de déclaration, l'opposition au contrôle fiscal, le transfert de sommes d'argent à l'étranger sur des comptes qui n'ont pas été déclarés ou la mise à disposition de biens provenant d'activités illégales, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas imputer vos redressements sur vos crédits d'impôt non utilisés, ainsi que sur vos déficits non utilisés, ce qui est quand même un peu dur. Sachez que la mesure est étendue également au simple fait de ne pas déclarer ses comptes à l'étranger. Alors, nouveauté pour les opérateurs de plateforme, tout ce qui est entremise, ce qu'on appelle les plateformes collaboratives, pour louer des biens immobiliers, des moyens de transport ou fournir des services. Ça peut être les plateformes de voisinage, Le Bon Coin ou autres. Et bien désormais, il y a des obligations déclaratives lorsque vous avez, pour les opérateurs, lorsque vous avez donc
que ce soit des opérations B2B ou B2C ou même C2C qui interviennent sur votre plateforme, vous êtes tenu d'en informer l'administration, de lui donner toutes les caractéristiques de l'opération. À défaut, vous exposez une amende de 50 000 € et puis également du name and shame, puisqu'il y aura une liste des plateformes non coopératives qui sera dressée. Bien évidemment, il y a des exclusions, hein, notamment les entités publiques, les sociétés cotées, les opérateurs hôteliers où on n'imagine pas qu'ils ne déclarent pas leur opération dans leur propre bilan. L'idée, c'est surtout, à mon avis, de viser les particuliers qui réalisent des opérations sans se déclarer comme professionnels. Voilà pour le panorama, panorama ou sélection de mesures, je dirais, de la loi de finances 2022. Nous sommes bien évidemment avec Kitri à votre disposition si vous avez des questions ou des observations. Très bien, je vous remercie pour cette présentation très instructive. Nous allons procéder à l'ouverture des micros afin que vous puissiez tous poser des questions. Auparavant, je tiens à vous demander de bien vouloir nous rendre service. Vous allez recevoir à l'issue de la présentation un court questionnaire qui nous permet de mieux réaliser nos prochaines présentations. Je vous remercie de bien vouloir y répondre. Sachez que vous pouvez également recevoir le replay de cette présentation. Pour cela, il vous suffit de nous contacter. Vous allez d'ailleurs recevoir dans le mail cette demande. Vous pourrez faire la demande de recevoir le replay. Enfin, nous réalisons plusieurs fois par mois des webinaires auxquels nous serons ravis de vous revoir. Vous pouvez obtenir toutes les informations sur les dates et les thèmes proposés sur le site www.ivelm.fr, nos webinaires à venir. Vous avez aussi le QR code là qui s'affiche à l'écran. En mars, par exemple, nous aurons les solutions de paye en SaaS, la signature électronique, les bulletins de salaire dématérialisés. Vous pouvez également faire le QR, comme je vous disais. Encore un gros merci à nos intervenants. Et puis, je vous passe la parole. On vous écoute. Je vais tenter de vous passer la parole. Je ne trouve pas. Si tu m'entends, Stéphanie, ça m'arrangerait. Oui, je t'entends. Je suis en train de faire la manipulation pour donner la parole à tous les participants. Je te remercie. Donc, en fait, tous les participants ont la possibilité d'ouvrir leur micro. Ah oui. Et tout le monde a coupé son micro, ce que je vois aussi, par prudence. Avez-vous des questions? Bon. Je peux peut-être poser une question à Martin, c'est Kitri. Question très pratique. Je reviens sur la TVA sur les acomptes parce que je pense que nous sommes tous concernés par cette pratique. Donc, cette TVA va être déductible des acomptes que nous aurons dorénavant versés, ce qui veut dire que le formalisme de la facture devra inclure cette TVA et que du coup, l'émetteur de la demande d'acompte devra également produire une facture avec TVA. Tout à fait. Ce qui veut dire que les pratiques doivent changer et que nous devons, pour chacun de nos services comptables, les aviser de cette nouveauté qui pose toujours question. C'est toujours demandé d'ailleurs si on devait facturer de la TVA sur les acomptes ou pas. Maintenant, c'est extrêmement clair. Et donc, il faut vraiment appliquer cette disposition de la loi de finances 2022. Alors, petite précision, effectivement, parce que je ne sais plus si j'ai insisté sur le sujet, ça prend effet en 2023. Hein, donc, on a encore un petit peu de temps pour le mettre en œuvre, mais effectivement, il va falloir s'y préparer parce que après, il n'y aura plus d'excuses. Tout à fait. Et puis, une deuxième réflexion, et qui là va aussi concerner les éditeurs de logiciels, je pense, en tout cas certains, c'est qu'on parlait des contrôles fiscaux et de la communication des éléments comptables, des fichiers, etc.
Depuis quelques années, nous savons que nous devons fournir le fichier des écritures comptables, le FEC, à l'administration fiscale. Dorénavant, il faut également fournir la piste d'audit fiable, la fameuse PAF, qui est une disposition qui date d'il y a quelques années déjà, mais qu'on voit peu apparaître et peu mise en place dans les entreprises. La piste d'audit fiable est en fait une documentation qui sous-tend les flux de la comptabilité, qui peut paraître être une contrainte supplémentaire formaliste, mais qui va quand même, si on regarde bien, permettre aux entreprises de se préparer à la facturation électronique qui va entrer en vigueur dans nos entreprises à partir de juillet 2023 et puis dans les années suivantes en fonction de la taille de chacun de nos organismes. Et donc, ce dispositif, cette organisation, cette documentation, il faut la mettre à l'ordre du jour de nos travaux dans les directions financières des entreprises, en collaboration avec nos éditeurs de logiciels. Bien, merci pour ces précisions. Toujours pas de questions? Bon. Bonjour. Excusez-moi, je voudrais juste avoir une précision concernant le dernier point sur les plateformes. Ça ne concerne que les plateformes de mise en relation entre clients et prestataires. Ça n'a rien à voir avec le site web créé par l'entreprise et sur lequel on peut effectuer des opérations marchandes. Non, non, effectivement. Il s'agit vraiment de ce qu'on appelle les plateformes collaboratives. C'est-à-dire que la plateforme est indépendante. En fait, la plateforme, elle fait de la mise en relation, mais elle ne fait pas d'opération de vente à proprement parler. Je vous remercie. Je vous en prie. Bien. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci encore à tous et puis à très bientôt pour de prochains webinaires. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.